Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de l'actualité. La Seine en crue, séquence météo agitée en France cette semaine. Nous regarderons comment les péniches de la Seine s'adaptent, car ce phénomène revient dans notre pays pratiquement chaque année. Les chevaux victimes de la crise sanitaire, la Fédération française tire la sonnette d'alarme pour que les centres équestres et leurs pensionnaires ne soient pas les oubliés de la crise. Nos équipes ont rencontré ceux qui s'en préoccupent et ceux qui les défendent. Un chien au lycée, si vous faites partie de ceux qui pensent que les chiens sont nos meilleurs amis, vous allez adorer ce reportage de TLC à Cholet. Little, ce jeune labrador que nous avons rencontré, apporte une aide précieuse aux professeurs et aux élèves. Vous verrez comment, et c'est une première en France. Enfin, nous nous rendrons à la Martinique où la montagne Pelée pourrait bientôt faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. La France va en tout cas tout faire pour défendre ce dossier. Reportage sur place de notre chaîne partenaire ATV. Sur le plan de la météo, on vient de connaître une séquence agitée dans bon nombre de nos régions. Depuis près d'une semaine, la crue de la Seine est sous surveillance. Les péniches qui stationnent sur le bras de Marly doivent faire face à ce phénomène qui revient quasiment chaque année. Bixente Mérien, Sancy-Stéban pour TV78. La Seine sous surveillance. Les péniches se sont déjà organisées pour faire face à d'éventuels débordements. C'est le cas de Clément Chaumette, vigilant mais pas inquiet. Pour le moment, on vit une crue de moyenne ampleur, j'ai envie de dire. On a vécu bien pire en janvier 2018 où l'eau était à peu près 1,20 m au-dessus par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut savoir que la Seine est un fleuve de plaine, donc ça se remplit comme une grosse baignoire. Parmi les principaux enjeux en temps de crue, l'amarrage. Contrairement à la situation dans Paris, sur le bras de Marly, les péniches peuvent être maintenues à distance des quais, peu importe la crue. On a la chance d'avoir des systèmes d'amarrage qui sont assez performants, de pouvoir être montés soit sur équards, soit sur duc d'Albe, donc qui sont des gros poteaux qui permettent de retenir le bateau et l'empêcher de dévier vers le quai, donc ça c'est une très bonne solution. Bien anticipé, c'est l'une des raisons d'exister de l'ABBM, Association des bateaux du bras de Port-Marly. Elle permet par exemple aux habitants du fleuve d'entretenir un lien avec la commune. L'idée, en fait, c'est de communiquer très rapidement entre la mairie et le bureau de l'ABBM des informations sur des éléments de sécurité. Les bateliers plus aguerris peuvent aussi conseiller et aider les moins expérimentés en cas de problème. On a créé des groupes de référents qui sont des binômes qui vont surveiller et qui vont collecter l'information et descendre l'information sur 6 bateaux et qui permet une communication très rapide entre les référents et le bureau de l'ABBM. C'est une quarantaine de bateaux stationnés dans les environs qui partagent leur expérience du fleuve via cette association. Ils font face ensemble à cette situation à risque. Et puis sur le plan de la météo, regardez ces images de nos partenaires du groupe La Dépêche. Après une crue de la Garonne inédite en 40 ans, la plaine du Marmandais en Lot-et-Garonne a fait face à de grosses inondations la semaine dernière. Certains villages se sont retrouvés coupés du monde pendant plusieurs jours, comme celui de Couture-sur-Garonne. Situé en zone inondable, il a en effet subi une montée des eaux de 10 mètres. Les 400 habitants ont dû prendre leur mal en patience pendant que les secouristes multipliaient les interventions du jamais vu depuis 1981. On reste sur ces phénomènes météorologiques qui peuvent causer bien des soucis aux agriculteurs notamment. Le Conseil des vins de Saint-Émilion a donc décidé d'équiper l'ensemble de son vignoble d'un système semi-automatique de protection contre la grêle, soit 7000 hectares à protéger. S'il existe dans d'autres régions, ce sera une première en France à cette échelle. Franck Poirot de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Nouvelle-Aquitaine, s'est rendu à Saint-Émilion. Il tourne inlassablement depuis 4 ans au-dessus du vignoble de Saint-Émilion dans la commune de Saint-Christophe-des-Bardes. Ce radar traque l'arrivée d'orages de grêle dans un rayon de 30 km. Le cas échéant, s'il y a une menace, il envoie une alerte aux vignerons, à eux de tenter de protéger leur vignoble en envoyant au cœur du nuage des ballons gonflés à l'hélium. Ils y disperseront des sels minéraux pour empêcher la formation de grêlons. Le procédé n'est pas nouveau, mais il nécessite une mise en œuvre complexe et demande beaucoup de personnel pour être efficace. La nouveauté, c'est ce container. Il a été installé ici au printemps dernier sur le vignoble du Clos de l'Oratoire. Il abrite 6 ballons prêts à décoller de manière semi-automatique sur injonction d'une seule personne via une application numérique. Ça, c'est formidable parce que depuis la maison, je peux lancer des ballons. Pour le moment, quelques propriétés saint-émilionnaises sont équipées de ce dispositif. Le Conseil des vins de Saint-Émilion a décidé de le déployer sur l'ensemble de son vignoble et ceux de Lussac et Puisseguin, soit près de 7700 hectares de vignes. 31 containers ou postes de tir comme celui-ci vont être positionnés sur l'ensemble de ces appellations.
Elles ont été touchées plusieurs fois ces dernières années par ce phénomène météorologique, notamment en 2013 et 2018. Le risque de grêle aura été multiplié par 4 ces dernières années, selon Météo France. N'importe quel travailleur de la terre le voit pertinemment. On a des risques énormes tous les ans de perdre nos récoltes. Et ça devient un vrai problème. L'idée est donc d'unifier cette lutte contre la grêle pour être efficace. Plus le territoire protégé est grand, plus le risque d'avoir des vignes grêlées diminue. Certains vignerons ont été sceptiques sur l'utilité et l'efficacité de ces postes de tir. Le Conseil des vins de Saint-Émilion a dû les convaincre. On n'aura jamais une protection à 100% quand vous avez des formations très hautes de grêle qui viennent de loin avec des boules de pétanque. Et bon, là, on ne pourra rien faire. Il existe déjà un système plus global pour lutter en amont contre les orages de grêle remontant du golfe de Gascogne. Il ne permet pas d'évacuer l'ensemble de la menace. Le système mis en place à l'échelle de Saint-Émilion devrait le compléter en agissant localement de manière chirurgicale. Son coût, 1,5 million d'euros. L'ensemble des 31 postes de tir devrait être déployés d'ici le mois d'août. Et puis sur le front de la lutte contre le coronavirus, ce qui se passe en Corse, dont le taux de positivité au virus est de 2,6%. La préfecture y a dévoilé une nouvelle obligation à laquelle doivent se soumettre les personnes qui voyageront à destination de l'île de Beauté. Écoutez les précisions pour Corse Matin de l'Agence régionale de santé sur place. Maintenant, les voyageurs à destination de la Corse devront présenter à l'embarquement 2 documents. Le premier que tout le monde connaît maintenant, c'est la déclaration sur l'honneur. Et le deuxième document, qui est la preuve du test RT-PCR, réalisé dans les moins de 72 heures avant l'embarquement. Comme je vous disais dans les titres, les centres équestres sont fortement touchés par la crise sanitaire, mais la filière redoute surtout un renforcement des mesures qui mettraient en danger plus de 300 000 chevaux. En cas de reconfinement, ces restrictions pourraient priver d'accès les propriétaires aux établissements pour s'occuper de ces chevaux. La Fédération française d'équitation tire la sonnette d'alarme pour qu'ils ne soient pas les oubliés de la crise. Explication dans un poney club de l'Essonne au sud de Paris qui tente de concilier mesures sanitaires et bien-être animal. C'est un reportage de Christophe Rigaud pour le Grand Journal des Territoires. Depuis le début de la crise sanitaire, ce poney club tourne au ralenti. Confinement, puis maintenant couvre-feu à 18h, Audrey a vu l'activité de son centre équestre fortement chuter. Avec le couvre-feu, la baisse d'activité, ça représente 100% de nos cours du soir. Voilà. C'est-à-dire que l'activité va se concentrer uniquement sur le mercredi, le samedi et le dimanche. Voilà. Donc forcément, c'est une perte sèche de chiffre d'affaires. Mais ce que redoute la filière équestre, c'est un durcissement des mesures sanitaires, comme au mois de mars dernier. En cas de 3e confinement, le président de la Fédération française d'équitation demande à ce que les cavaliers puissent continuer de se rendre dans les établissements. La vraie raison de notre inquiétude, c'est que quand il n'y a plus personne qui vienne dans les écuries, vous voyez nos animaux, vous voyez nos poneys, nos chevaux, ils ont besoin de sortir, ils ne peuvent pas rester dans les box, ils ne peuvent pas rester enfermés sans arrêt, et donc il faut que les cavaliers qu'on puisse continuer à venir dans les écuries. Ça doit partir tout ça. Pour Audrey, il est indispensable de concilier mesures sanitaires et bien-être animal. La particularité de notre filière, c'est qu'on travaille du coup avec du vivant. Et on ne met pas les animaux qui vivent en box toute l'année, comme par exemple tous les poneys que vous voyez ici. Les mettre au pré à cette période de l'année, ils annoncent -8 la semaine prochaine, on ne peut pas le faire. Voilà. Pour continuer de sortir les chevaux, la fédération demande aux autorités de lever l'ambiguïté sur l'utilisation des manèges équestres, qui sont assimilés à des espaces clos, comme les salles de sport. Vous voyez un manège que c'est largement ouvert, il y a de l'air qui passe partout, il n'y a vraiment pas de confinement dans ces manèges. Les centres équestres voudraient bien ne pas être victimes une seconde fois des mesures de restriction sanitaire. Depuis le premier confinement, la filière a vu en moyenne son activité baisser de 70%. On part maintenant dans le Limousin où Annie Ballester, une septuagénaire, écrit depuis le printemps dernier sa chronique de la pandémie. Ses premiers écrits ont depuis rejoint les archives départementales de Haute-Vienne dans le cadre de l'opération Mémoire du confinement, une collecte de témoignages de notre présent pour le futur. Benjamin Delmas pour 7 à Limoges, notre chaîne partenaire sur place. Avril 2020, un temps qui semblait immobile à Limoges, comme partout en France. Dehors, dans les rues vides, le temps s'écoulait, indifférent. Mais derrière les persiennes, la vie continuait, cachée. Un temps suspendu dont on voudra garder la trace après. Les archives départementales de Haute-Vienne avaient alors lancé un appel
pour faire don de ses pensées, de ses écrits, des documents produits en cette période à nul autre pareil. Cette opération, toujours en cours tant que dure l'épidémie, s'appelle Mémoire de confinement. Alors les documents que l'on a reçus sont assez variés dans leur présentation. Ça va du dessin d'une enfant de 10 ans qui nous a écrit effectivement ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait. On a deux journaux en fait, un journal qui a été fait par une dame et qui a écrit donc au jour le jour son ressenti. Annie Ballester est l'auteur de ce journal de confinement. Pendant près de 3 mois, elle a compilé par écrit ses pensées, son regard sur cette période si particulière. Le journal de confinement, l'idée m'est venue très rapidement après le discours de notre président de la République. J'ai tout de suite pensé, je suis seule, je vais pouvoir écrire comme une chroniqueuse au jour le jour avec des commentaires. La collecte de documents se poursuit aux archives départementales où la raréfaction des contributions va de pair avec un durcissement du regard, du ton sur cette période. Dans la deuxième partie de ce qu'on reçoit actuellement, on a des documents qui sont beaucoup plus réactifs, mais dans le sens violent. Un poème où, pour le coup, qui s'appelle « Confinement ». Et où les termes sont assez durs. On a des vagues funestes, on a au-delà de la mort insolente, dans son triste spectacle découronné. On est loin de la première mouture. Il est toujours possible d'enrichir ces mémoires de confinement. Il suffit juste d'adresser un courrier papier ou électronique aux archives départementales. Bonjour Michel Picot, c'est le moment de la rubrique Éco-Région dans le Grand JT des Territoires, avec toujours ces entreprises Made in France que vous nous présentez. Alors de quoi s'agit-il cette semaine ? Bonjour Cyril Viguier, bonjour à tous. Oui, je vous emmène en Normandie aujourd'hui pour découvrir la maison Berger Paris. Oui, elle a ajouté le nom de Paris pour mieux se vendre à l'international. Il faut dire que cette maison vend chaque année dans le monde plus de 800 000 lampes Berger. Cette célèbre lampe équipée d'un brûleur, d'une mèche et d'un flacon de parfum. Au début du 19e siècle, elle servait à assainir l'air dans les hôpitaux. Mais elle devient très vite un objet de décoration. Mais la maison Berger ne s'est pas contentée de ces lampes. Elle s'est rapidement tournée vers des diffuseurs électriques aujourd'hui, transportables, ou encore vers les bougies, en reprenant l'entreprise familiale leader français de la création et de la fabrication de bougies depuis 5 générations à Nantes. Elle s'appelle Devino. Elle a racheté aussi la start-up nantaise également Bicinte, qui a inventé le réveil olfactif qui s'appelle Sensor Wake, qui diffuse à l'heure du réveil des parfums de café, chocolat ou encore de croissants chauds. Vous le voyez, nos entreprises ne manquent pas d'idées et savent aussi les concrétiser. Merci Michel Picot, rendez-vous dans une prochaine édition du Grand JT des Territoires. Et puis regardez ces images de nos partenaires à Rennes de la chaîne TNT TVR. La discothèque Guy Prix Messac en Ille-et-Vilaine est vide depuis mars 2020. C'est un exemple, le gérant a eu l'idée de la transformer en multiplex. Restauration, jeux, espace, karaoké si pratique et il espère pouvoir rouvrir plus vite grâce à la diversification de son activité. Des milliers de discothèques en France ont été les victimes économiques de cette crise sanitaire. Elles ont besoin de trouver des moyens de survivre dans l'attente de réouverture. Voilà peut-être une idée pour certaines d'entre elles. L'idée, ça fait 4 ou 5 ans qu'on l'a en tête. Le confinement a eu ce côté positif de nous laisser du temps pour pouvoir faire ça, de nous laisser le temps de peaufiner le projet et d'attaquer les travaux, de pouvoir fignoler au maximum ce nouveau complexe. Et puis tout à fait autre chose dans l'actualité, de nombreux problèmes ont surgi dans les Hauts-de-France depuis le Brexit pour les pêcheurs français qui doivent absolument obtenir une licence pour pouvoir pêcher dans les eaux poissonneuses britanniques. Des licences qui sont délivrées au compte-gouttes par les affaires maritimes anglaises. Caroline Fichten de WEO, la chaîne de la Voix du Nord, a rencontré l'un des patrons pêcheurs de Boulogne-sur-Mer. Écoutons-le. C'est-à-dire qu'on est dans une zone où, à cette époque-ci, il n'y a pas de poissons. Et on sait que dans les eaux anglaises, c'est l'époque, on va dire, c'est la saison où il y a un peu plus de poissons de ce côté là-bas. Donc on va dire que là, c'est-à-dire que nos chiffres, ils sont pas dans le positif, on va dire. Voilà, et nous en subissons quelquefois les conséquences. Comment atténuer les disparités qui existent dans nos régions en termes de qualité de réseau mobile ? Dernièrement, un arrêté ministériel a permis à 76 zones de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'intégrer ce qu'on appelle le New Deal mobile. C'est son nom. Lancé par le gouvernement en janvier 2018, ce programme vise à une meilleure couverture du réseau partout en France. Dans la Loire, 10 communes doivent donc être équipées d'une antenne dans les 24 mois qui viennent. C'est un reportage d'Anthony Verpillon de TL7, la télévision de la Loire, à Valleil et à Val-Fleury, dans la Loire justement. Il y a 2 bars.
C'est un geste que Patrice répète inlassablement, car le réseau mobile se fait rare pour le seul commerçant de Valeille. Il y a eu une époque où j'avais plus de téléphone fixe. Donc les clients qui m'appelaient, pour prendre les commandes, c'est un peu compliqué. Ouais. Et il suffit de faire quelques mètres pour perdre le peu de réseau chèrement acquis. Des fois, il y a des gens qui viennent avec des portables, c'est pareil, des fois ça sonne, ils n'arrivent pas à répondre. Hein. Situé à quelques kilomètres de Feurs, Valeille et ses 729 habitants sont presque une zone blanche. Privée de réseau mobile, la faute aux collines qui l'entourent. On a fait partie des communes qui se contentent de ce qu'elles ont. Alors faire partie de l'arrêté ministériel promulgué le 17 décembre est une bouffée d'oxygène et un nouveau moyen d'attirer des habitants. On attend beaucoup parce que c'est vrai que beaucoup de gens nous disent comment ça se fait. Le portable ne passe pas à Valeille. Et aujourd'hui, c'est quand même, ça me paraît difficile de vivre sans portable. Paradoxalement, la fibre permet d'obtenir un excellent réseau internet à Valeille. L'amélioration du réseau mobile passera donc nécessairement par l'implantation de nouvelles antennes, ce qui ne devrait pas poser de problème au nouveau conseil municipal. L'opposition, je pense qu'on n'en aura pas par rapport à des antennes. Déjà parce qu'on a, et je vous l'expliquais tout à l'heure, de plus en plus de télétravail. Plus au sud, Val-Fleury connaît aussi quelques coupures de réseau, mais pas dans tout le village. Le problème est cantonné à certains hameaux encaissés de la vallée de la Durèze. En fait, on n'a même pas vraiment de zone blanche, on a quelques hameaux où la réception se fait un peu moins bien. Il y a 4 hameaux où, par exemple, SFR est très mal capté. Petit à petit, avec l'évolution des mobiles, la réception se fait meilleure. Ce sont donc ces 10 communes de la Loire qui ont été rajoutées à l'arrêté ministériel du 17 décembre dernier. Les opérateurs ont désormais 2 ans pour trouver un terrain communal qui accueillera une ou plusieurs antennes. Déjà 1 an que Little a rejoint l'équipe pédagogique du lycée professionnel du Val-de-Loing de Mauléon. Ce jeune labrador est devenu la mascotte de l'établissement et surtout une aide très précieuse au quotidien pour les professeurs et les élèves de ce lycée. C'est un reportage signé d'Élise Denis pour TLC à Cholet, regardez. C'est une première en France et cela se passe tout près de chez nous, à Mauléon. Depuis 1 an, le lycée professionnel du Val-de-Loing accueille Little, un labrador d'accompagnement à la réussite scolaire. Une expérimentation menée avec l'association Handi Chien pour évaluer l'impact de la présence d'un chien en milieu scolaire classique. Little, il a eu un parcours classique d'un futur handi chien, c'est-à-dire qu'il a été élevé chez son éleveuse Valérie Chalard en Bretagne. Il est arrivé en famille d'accueil chez Sébastien et Sandrine qui l'ont éduqué pendant 16 mois. Il est ensuite rentré au centre de Saint-Brandan pour parfaire sa formation pendant 6 mois et il a été remis comme chien d'assistance auprès de Frédéric. Little n'a pas pu continuer son chemin auprès de Frédéric et comme j'avais accompagné Little pendant ses 2 premières années de vie, pourquoi on ne pourrait pas créer en fait autre chose, autrement, lui proposer une alternative. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous pouvez mettre en place dans un de vos cours avec les élèves et le chien ? Cette semaine, on a fait un travail sur les intonations, la façon de s'adresser à l'autre, comment est-ce qu'on donne une commande au chien, quelle intonation on y met, parce que le chien, il répond ou pas positivement quand on lui demande quelque chose en fait. Il y a encore 1 an, lorsque le projet d'accueil de Little lui a été présenté, Clémence, élève de première au lycée, n'y croyait pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va venir faire au lycée? Pourquoi il vient au lycée? Est-ce que vous avez des souvenirs, des exemples où vous vous êtes dit, ah là, c'est vraiment un plus qu'il y ait ce chien? Oui, moi, je sais que je vais tout le temps le voir aux pauses et il me rassure, il me donne de la motivation. Et si vous vous posiez la question, sachez que Little a également une vie privée en dehors du lycée. En effet, 4 familles, dont la directrice de l'établissement et quelques professeurs, se partagent la garde de ce nouveau collègue. Et puis dans l'actualité, regardez ces images incroyables en provenance de Marseille. Un homme enseveli depuis 21 heures. C'est un type de sauvetage que l'on voit habituellement après un tremblement de terre que nous ont envoyé nos confrères et partenaires de la Provence. Pas de séisme à Marseille lundi dernier. Pourtant, ce maçon de 54 ans s'est retrouvé enseveli sous des décombres sur un chantier du quartier des Cailloles. Cet homme de noix sa survie qu'à un concours de circonstances qui lui a permis de ne pas être enseveli. Au travail, patient, minutieux, très professionnel, des hommes du bataillon des marins-pompiers de Marseille qui, au bout de 21 heures, ont réussi à l'extraire. Fiona Unewis, pour la Provence, a filmé ces images.
Quand on arrivait, on avait un tout petit espace où on pouvait s'approcher de lui, mais un espace où dès qu'on s'approchait, que dès qu'on commençait à bouger, les matériaux commençaient à tomber. Mais les gens étaient là pour nous accueillir, pour nous expliquer leur chantier. Et globalement, il y a eu une vraie collaboration avec l'entreprise qui était présente et nos équipes sur le terrain. Et maintenant, dans ce journal, un reportage sur une école des métiers de la transition écologique où on apprend à travailler la terre, le bois de ses mains. Un retour en source et une mise en pratique qui a séduit cette ancienne étudiante de la Sorbonne qui avait besoin de trouver du sens et de revenir à du pratique et non plus à de l'abstrait. Cet établissement pilote est soutenu par la Fondation Nicolas Hulot. Bientôt, 2 nouvelles écoles ouvriront leurs portes dans le Lot et les Pyrénées-Orientales. Un reportage de Marie-Laure Lejeune pour Via Occitanie. Regardez. Une signature très attendue qui va permettre à l'association 3PA de développer son réseau pédagogique. Cet établissement pilote, situé à La Hage, en Haute-Garonne, est le premier du genre en France depuis 2017. Ces étudiants qui ne se sentent pas intégrés dans le système scolaire classique peuvent y découvrir leurs talents. Quand ils ont décroché, parfois ils se sont exclus en fait de la société. Donc l'idée c'est aussi de les remettre après à l'accès aux droits communs. Voilà, on travaille avec les prescripteurs, missions locales, Pôle emploi, des associations. Apprendre par le faire, par ses propres mains, retrouver du sens, c'est ce qui a plu à cette ancienne étudiante en arts plastiques de la Sorbonne, qui suit désormais la formation menuisier-agenceur. J'ai l'impression de pouvoir m'exprimer avec le cœur en fait. Ne plus être dans des schémas répétitifs d'apprentissage où on nous apprend à apprendre par cœur et à réciter. Une école aidée par la région Occitanie à hauteur de 250 000 € en 2020 et aussi soutenue par la fondation de Nicolas Hulot. On est dans un monde où l'humain disparaît, dans un monde qui se fracture, dans un monde qui se confronte. Et là, je le dis, dans cet univers, il y a de la bienveillance, il y a de la simplicité, il y a du savoir-faire. Mais encore une fois, la transition écologique, elle va offrir des nouveaux métiers. Et quelqu'un me faisait remarquer aujourd'hui que cette transition, elle risque d'achopper sur le fait qu'il n'y aura pas assez de formation, alors qu'il va y avoir un gisement d'emploi de plus en plus important. En 2021, 2 nouvelles écoles de la transition énergétique ouvriront leurs portes dans le Lot et dans les Pyrénées-Orientales. Et puis toujours dans le domaine de la transition écologique, regardez ces 2 nouvelles bennes de la société monégasque d'assainissement 100% électrique qui ont été présentées en principauté. Une véritable innovation dans ce domaine que nous fait découvrir Sandrine Nègre sur ces images de Monaco Info. On part maintenant, comme je vous le disais dans les titres de ce journal, pour les Antilles où c'est officiel, la montagne Pelée sera bien le dossier porté par la France cette année pour l'entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le nord Caraïbe de la Martinique, c'est toute l'activité touristique qui espère des retombées économiques, surtout après avoir traversé ces 2 confinements. Reportage de Johan Boulard pour Via ATV sur place. La voilà, une candidate à l'entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vêtue de sa robe verte et de son voile blanc, la montagne Pelée aura bien retenu l'attention du chef de l'État, rien de plus légitime pour ceux qui la courtisent. De temps en temps, nous montons à la montagne Pelée pour nous ressourcer. Par son histoire, de l'éruption de 1902. Une histoire certes douloureuse, mais la montagne Pelée a bien des atouts, comme ses formes généreuses qui impressionnent. Le dénivelé me fait un peu peur. Quoi qu'il en soit, cette possibilité d'être classée comme héritage commun de l'humanité donnera à la belle l'occasion de se faire courtiser plus encore. Ça peut avoir une incidence directe sur les curiosités du tourisme, parce que ce sont des choses rares. Un tel impact serait le bienvenu pour les établissements avoisinants, notamment suite à une période difficile. Par rapport à la crise sociale, ça avait beaucoup diminué. On a quand même une perte de chiffre d'affaires, on a une perte de notre clientèle. Ça va quand même nous apporter quelque chose. Pour cette restauratrice, cette exposition à la face du monde sera bénéfique à bien des communes. Ça pourrait nous ramener effectivement des chercheurs, des vulcanologues, enfin une certaine clientèle justement qui est à la recherche justement de ce genre de produits. En 2019, les biens culturels, naturels et mixtes étaient 1121 à figurer sur la liste du patrimoine mondial. La 44e session du comité, reportée en 2020, devrait avoir lieu du 29 juin au 9 juillet, cette fois en Chine.
Et puis regardez qu'Elisa qui brille sur les terrains de rugby et dans les concours de beauté. Cette étudiante en école d'infirmière qui a rencontré nos partenaires de la Dépêche qui vient de remporter le titre de Miss France Rugby Amateur pour la première édition de ce concours. Elle a été inscrite par ses amis sur la page Facebook de l'événement et elle a remporté le titre haut la main parmi 110 candidates. Elle fait partie de 2 équipes de rugby féminin dans le Gers et dans le Lot-et-Garonne. Voilà, merci de votre fidélité. C'était le grand JT des territoires sur TV5 Monde et vos chaînes de la TNT avec la participation de la presse quotidienne régionale. On se retrouve bien sûr pour une prochaine édition. Au revoir à tous et bon courage.